merci. Donc, on passe à la prochaine présentation qui sera animée par Dr Wojtek Trépizur, qui est pneumologue et qui va nous parler aujourd'hui du syndrome obésité-hypoventilation et son lien avec le SAHOS très sévère. Donc, je vous donne la parole. Merci beaucoup, merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous proposer de re-questionner certaines définitions aujourd'hui, peut-être moins d'implications concrètes que le topo précédent, mais je trouve ça toujours intéressant un petit peu de re-questionner un peu nos pratiques. Donc je me suis posé la question effectivement, est-ce qu'on a raison de faire un distinguo entre le SAHOS, le SAS, et le SOH, syndrome obésité-hypoventilation? Le début de la réflexion, c'est de se dire qu'un patient qui est BPCO, est-ce qu'on va changer de nom, tout ça, parce qu'il devient hypercapnique? Non, on sait que les patients BPCO, dans l'histoire naturelle, à un moment, ils deviennent hypercapniques, très souvent, lorsqu'ils deviennent sévères. On ne va pas changer de nom pour autant, on continue de les appeler des BPCO et potentiellement des BPCO plus graves. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas plus ou moins la même maladie? Donc, c'est ça que je voulais un peu partager avec vous. Donc, effectivement, c'est un marqueur de gravité de pas mal de maladies respiratoires, en tout cas la maladie de la pompe. Et donc, la première chose que je voudrais discuter avec vous, c'est les définitions qu'on utilise pour les deux maladies et vous montrer la fragilité. Alors, il faut bien qu'on avance, de toute manière, donc il faut bien qu'on se serve de définition, mais vous connaissez la définition du SAOS. Apnée, arrêt du débit nasal, nasobuccal pendant plus de 10 secondes. Sachez que le 10 secondes, c'est effectivement quelque chose d'assez arbitraire. On ne sait pas très bien comment les gens dans les années 80 ont défini ce 10 secondes. Probablement, ça correspond à peu près à 2 cycles respiratoires, mais enfin, tout ça, ça reste très fragile. Pourquoi 30% de diminution pour les hypopnées? Des fois ça a été 50, des fois c'est 30. Vous voyez, on essaye d'ajuster, mais c'est pas très fiable. Pourquoi 3%? Des fois c'était 3, des fois ça a été 4. Et puis avec tout ça, on se retrouve avec pas mal de gens. Finalement, c'est ce que j'ai un peu représenté. Vous connaissez sûrement les travaux de Raphaël Heinzer qui nous montrent que la plupart des gens en population générale ont un IH supérieur à 5. Si on prend les hommes de plus de 40 ans, c'est 80% de la population. Donc on a des outils qui sont quand même assez fragiles. Et qu'en-est-il pour la définition du SOH? Bon, l'obésité, je ne vais pas revenir dessus, mais je veux revenir avec vous sur la PaCO2 à 45. C'est vrai que depuis tout petit, moi, depuis que je suis pneumologue, il y a certaines choses qu'on remet en question, la définition des apnées, la définition de l'obstruction bronchique, si on parle de Tifno, est-ce que c'est une valeur absolue, en valeur relative? Mais il y a quelque chose qui a l'air d'être intouchable, c'est la PaCO2 à 45, et j'ai essayé de savoir un peu pourquoi. Est-ce que c'est vraiment gravé dans le marbre qu'à 44 on est normal et à 46 on devient pathologique? Et tout ce que j'ai trouvé pour les valeurs normatives du gaz du sang, c'est ce papier qui, je pense qu'il y en a des antérieurs, parce que celui-là, je crois qu'il date de 2010, donc on n'a pas attendu les choses, mais le papier le plus précis, c'est ici un papier italien, qui a regardé chez des gens qui venaient pour un bilan préopératoire, quels étaient les gaz du sang chez les sujets normaux. C'est pas facile de faire ça, parce qu'autant faire une polysomnographie à quelqu'un qui se plaint de rien, c'est pas très invasif. Faire de la spirométrie chez quelqu'un qui se plaint de rien, c'est pas très invasif, mais piquer des gaz du sang, je vous apprends rien, ça fait mal. Et donc ils ont pris parmi ces gens qui étaient opérés, des gens qui n'avaient aucun antécédent, aucun traitement, aucun symptôme, un examen clinique normal, des EFR normales. Ils ont été assez généreux peut-être sur l'IMC qui était inférieur à 37. Donc ils ont essayé de prendre les gens les plus normaux possibles d'un point de vue respiratoire. Et quand vous voyez un peu la PaO2 et la PaCO2, regardez la grande variabilité quand même. Donc c'est vrai que c'est peut-être... Alors il faut bien qu'on continue je ne vais pas vous dire qu'il faut changer les chiffres aujourd'hui, mais de voir un peu que c'est plus fragile que ça en a l'air. Si on compare ici, vous voyez qu'il y a 194 patients par rapport aux EFR. Vous savez que nos normes, il y a des milliers et des milliers d'enregistrements spirométriques, pareil chez des sujets normaux, pour définir les normes, ce qui nous permet aujourd'hui de fonctionner. Donc une certaine fragilité de ces notions. Et effectivement, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'arguments aujourd'hui pour de 44 de CAPNI à 46 dire que tout d'un coup on bascule d'une maladie à l'autre.
Alors, des facteurs de risque et des comorbidités proches, là je vous ai repris un petit peu les caractéristiques des patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, et je les ai mis un petit peu pour comparer par rapport aux sujets qui ont un SOH, décrire en population un peu de patients effectivement avec obésité, hypoventilation. Donc il y a quelques éléments effectivement différents, mais il y a souvent quand même une prédominance masculine. Bon, la présence d'une obésité qui sera plus importante en cas de SOH. Peut-être plus de somnolence. Vous voyez ici le score d'Epworth qui est plus élevé dans les cohortes de patients SOH par rapport au sujet apnéique, et plus de comorbidité. Donc on a l'impression que c'est un peu les mêmes patients, mais on va dire finalement en plus grave. Alors une symptomatologie proche. Vous savez qu'on questionne beaucoup aussi la symptomatologie du SAOS. C'est pas si simple. Là, je vous remets les définitions qu'on utilise depuis 2010 en France, avec tous ces symptômes qu'on va recueillir. L'ICSD-3, donc dans les classifications internationales, on a modifié un peu, on est encore plus vague dans la définition des symptômes, où on dit qu'effectivement, quelqu'un qui se plaint de somnolence, fatigue, insomnie ou autres symptômes, donc vous voyez qu'on ne s'est pas beaucoup mouillé, qui sont en rapport avec une altération du sommeil et qui altèrent la qualité de vie. Donc vous voyez, c'est des symptômes qui sont assez... pas si facile à définir que ça. Hein. La clinique, on n'arrête pas de le répéter, la clinique somnologique est assez complexe. En ce qui concerne le SOH, on ne s'est jamais vraiment penché sur la question d'une symptomatologie spécifique. On a vu tout à l'heure qu'effectivement, avec Lucie, notamment, que probablement plus de somnolence, indépendamment des apnées, mais finalement, c'est pas. Ici, je trouve une étude intéressante qui a comparé justement les patients qui avaient un syndrome d'apnée du sommeil seul, donc ça doit être le groupe A, et un patient qui avait un SOH, donc SAS plus, SOH potentiellement avec bien sûr des apnées associées. La question était de savoir, alors au niveau des marqueurs polysomnographiques, quelques différences, notamment moins de 1,3 finalement chez les patients qui sont SOH, mais surtout ce que je voulais vous montrer, c'est que sur les différents questionnaires de symptômes ou de qualité de vie, finalement, groupe A, groupe B, pour aller assez vite, pas de différence. Donc finalement, le fait d'avoir ce SOH, dans cette étude en tout cas, ne montre pas qu'il y a une vraie changement au niveau des symptômes. Des traits physiopathologiques proches, on a déjà parlé hier, un des marqueurs de l'obésité d'un point de vue physiopathologique, c'est la diminution des volumes pulmonaires. On ventile à plus bas volume pulmonaire, donc ce qui va participer potentiellement à un certain degré d'hypoventilation, mais surtout c'est ce qui va participer, vous savez, à la diminution de la traction trachéale. En principe, un poumon qui est bien étendu, un des mécanismes qui permet d'ouvrir notre gorge de jour comme de nuit, c'est la traction trachéale. Si vous avez un plus petit poumon, il faut imaginer que vos parois deviennent plus molles, et donc ça va participer à la collapsibilité des voies aériennes supérieures. Donc finalement, ces mécanismes, cette CRF diminuée chez le sujet en obésité, c'est un mécanisme un peu commun finalement aux problèmes d'hypoventilation et aux problèmes d'obstruction pharyngée. Et finalement, il y a quelques papiers pour nous montrer que ce qui se passe la nuit, ce qu'on constate le jour, cette PaCO2 augmentée, c'est beaucoup le reflet de ce qui se passe la nuit. Si vous prenez un patient apnéique, si vous avez, on va dire, des phases d'apnée qui sont à peu près équivalentes en termes de durée à la durée des reprises ventilatoires, le CO2 que vous allez accumuler pendant l'apnée va être éliminé au cours de l'hyperpnée qui suit. Mais si vous avez des patients qui ont des apnées particulièrement longues, à chaque apnée, si jamais la reprise ventilatoire est relativement courte, et vous le constatez au quotidien, je pense sur vos enregistrements, ce type de patient, c'est là où le CO2 va s'accumuler à chaque apnée que le patient va faire. Et il y a des éléments pour penser, effectivement, plus vos apnées sont longues, plus le risque d'avoir finalement une hypoventilation alvéolaire diurne est augmenté. Donc il y a effectivement, finalement, vous voyez que c'est probablement ce même mécanisme d'apnée qui va générer cette hypercapnie, probablement nocturne, mais ce n'est pas celle qu'on enregistre le plus, mais également quand vous piquez des gaz du sang, notamment le matin, c'est finalement le reflet de ce CO2 que vous avez accumulé au cours des apnées au cours de la nuit. Donc des prévalences, alors en ce qui concerne les prévalences, c'est des maladies qui sont très souvent associées. Alors
ce qui nous intéresse peut-être le plus, parce que ce qu'on voit au quotidien, c'est des patients qui viennent quand même avant tout nous consulter pour une suspicion de SAS. Est-ce qu'il faut se poser la question d'un SOH associé? Alors, en termes de prévalence, comme ça, si on prend les études, les cohortes cliniques, ça va de 10 à 20% des patients que vous voyez au quotidien qui ont potentiellement un SOH associé. Alors la question qu'on pourra discuter, je la garde pour la fin, est-ce que c'est important finalement de les identifier? Ou est-ce que finalement c'est peut-être pas quelque chose qui changera radicalement la prise en charge? Je garde ça un petit peu pour tout à l'heure. Et puis surtout l'autre élément, c'est que vous savez, c'est le même facteur de risque, hein, c'est surtout l'obésité, et donc pratiquement tous les patients, alors 90%, si on considère l'IH strict supérieur à 5, c'est 90% des patients SOH qui ont quand même des apnées, et même jusqu'à 70% qui ont un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Donc effectivement, c'est extrêmement fréquent. Très peu, on rediscutera de ces patients, les patients qui ont une hypoventilation sans apnée, ils sont très rares, mais on discutera, est-ce que c'est vraiment une pathologie en soi? Alors des comorbidités proches, j'ai déjà parlé des comorbidités cardiovasculaires, hein, plus on est obèse, plus on a de risque d'avoir du diabète, hypertension, etc. Je voulais juste pointer, alors la diapo est peut-être un peu lourde, mais je vais sur les conséquences réelles des pathologies respiratoires. Vous savez que toute insuffisance respiratoire chronique, le risque, c'est l'hypertension pulmonaire qu'on appellera du groupe 3, hein, donc c'est l'augmentation des pressions plutôt pulmonaires, donc, qui a pu être décrite à gauche, c'est une revue de la littérature chez les patients apnéiques, et qui est encore plus présente, justement, ça peut concerner jusqu'à 40% des patients SOH, donc finalement c'est à nouveau la même complication, les complications de l'hypoxémie chronique que l'on peut voir arriver, mais de façon plus fréquente, bien sûr, si on a un SOH, à nouveau, même maladie, mais on a l'impression à des degrés de sévérité plus importantes. Puis, question importante, est-ce qu'il y a un impact pronostique différent? Donc là, on a quelques éléments, mais je pense qu'on n'a pas énormément d'études, hein. Cette étude, elle est beaucoup citée, de 2004, Naubar, on a beaucoup cité dans le SOH, qui s'est aperçu que toutes choses étant égales par ailleurs, 2 patients obèses, si on a un qui hypoventile dans la journée, il a un pronostic moins bon que le patient qui hypoventile pas. Donc effectivement, on a l'impression que c'est un marqueur de sévérité quand même de la maladie chez les patients SOH. Qu'en-est-il du pronostic dans le SAS? Vous connaissez, je pense, ces études et qui font couler beaucoup d'encre, hein. Jusqu'en 2014, le schéma était assez simple. Plus on avait des apnées de façon sévère, plus on avait un pronostic plus sombre. Mais vous le savez aussi probablement, depuis 2014, les choses se sont un peu inversées. On a eu des cohortes plus importantes, on a fait des ajustements plus précis. Et si on ne considère que l'IAH, finalement, on remet un peu en question la place du SAS comme facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Mais dans cette même étude, je dirais qu'il y a un peu au virage un peu de notre conception de cette maladie et de ses conséquences, on avait déjà pointé du doigt que même après ajustement sur tout ça, il y avait un paramètre qui ressort tout le temps, c'est le temps passé sous 90% de saturation. Dès qu'on considère ce paramètre, c'est un élément prédictif de pas mal de comorbidités incidentes et ici de morbimortalité incidente. Et qu'est-ce que c'est que ce temps passé sous 90% de saturation? Alors ça, on pourra en discuter. Est-ce que c'est l'hypoxémie liée aux apnées? Mais probablement que c'est un reflet plus global d'un certain degré d'hypoventilation alvéolaire nocturne, peut-être avant que l'hypoventilation diurne n'apparaisse. Finalement, donc ça, c'est pour les gens indépendamment de tout traitement. Une fois traités, est-ce que ces patients ont un pronostic différent? Là, je cite un papier de Maxime Patou qui est avec nous dans la salle aujourd'hui, qui a donc fait ce travail globalement sur le pronostic des patients qui présentent une pathologie respiratoire chronique. Il n'y a pas que l'insuffisance respiratoire, puisque les patients apnéiques, on ne peut pas parler d'insuffisance respiratoire. Et parmi les patients traités, il a regardé les pronostics en fonction des différentes catégories. Bon, sans surprise, c'est les patients avec SLA qui ont un pronostic le plus sombre. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez, on va juste s'intéresser aux courbes rouges. Entre les patients, la rouge entrée continue, c'est les patients avec SOH, les patients avec un SAS seul. Vous voyez qu'une fois traité, quand même, la différence n'est pas très nette de pronostic entre ces deux types de pathologies. Qu'en est-il du traitement? Alors, je pense que vous le savez, je vais aller assez vite parce que ces études commencent à dater, mais c'est vraiment Massa en Espagne qui a vraiment changé la prise en charge de ces patients. Finalement, jusqu'ici, on pouvait dire, effectivement, c'est 2 maladies différentes puisqu'on utilise 2 traitements différents, la VNI chez les uns, la PPC chez les autres. Ça, c'était avant 2019, je dirais, à partir de 2019, là, bon, ça a commencé en 2015, là, les premières études
Pickwick, où il a comparé la PPC versus la VNI sur initialement des critères intermédiaires, donc notamment la PaCO2, et il s'est aperçu que les deux traitements faisaient aussi bien. Vous voyez, il est parti surtout de l'hypothèse que je vous ai montrée tout à l'heure, que cette accumulation de PaCO2, c'est en rapport avec les apnées la nuit, et donc il y avait un certain rationnel pour dire que PPC, ou VNI faisaient aussi bien sur la capnie, et c'est bien ce qu'il a retrouvé. Il ne s'est pas arrêté là, parce que la PaCO2, c'est bien de la modifier, mais ce n'est pas un critère clinique très dur, donc il s'est intéressé à des critères cliniques plus durs, qui sont le nombre de... Il a choisi le nombre de jours d'hospitalisation par an. En gros, est-ce qu'il y a... On s'intéresse plus au pronostic des patients, et cette fois-ci, à nouveau, une étude randomisée, PPC versus VNI, et pour aller assez vite, effectivement, il a retrouvé que chez les patients qui avaient un SOH et des apnées modérées à sévères, enfin un IH au-dessus de 15, il n'y avait pas de différence sur tous les critères qui ont pu être évalués, que ce soit les critères d'hospitalisation, de qualité de vie, les paramètres gazométriques, donc que la PPC faisait aussi bien que la VNI. Donc ça confirme un peu le fait que c'est peut-être effectivement plutôt la même maladie. Donc je vais aller assez vite puisque c'est ce que je pense que c'est des études que vous connaissez également. Je vous ai parlé un petit peu des pressions artérielles pulmonaires, et c'est pareil sur, on va dire, les répercussions sur le cœur en général, et les pressions artérielles pulmonaires, même impact de ces deux traitements, il a pu continuer les choses. Est-ce que ça marche toujours? Alors ça ne marche pas toujours la PPC chez les patients qui ont justement un SOH. Des fois, il persiste un certain degré de désaturation lorsqu'on met en place la PPC, qui semble être peut-être un support ventilatoire moins fort. Mais j'aime bien cette étude pour vous montrer que lorsqu'on fait des changements, enfin, lorsqu'on met en place des traitements nocturnes, que ce soit PPC ou VNI, ou qu'on fait des modifications, je pense qu'il ne faut pas être trop pressé à tirer des conclusions. Ce n'est pas parce que la première nuit, ça ne marche pas, que ça ne va pas s'améliorer avec le temps. Et il a fait une petite étude complémentaire à ces études randomisées, Massa, et il a regardé qu'est-ce qui se passait chez les gens qui étaient considérés comme en échec de titration par PPC la première nuit. Donc l'échec de titration, c'était défini par la persistance d'une hypoxémie nocturne, une désaturation nocturne, mais il a quand même laissé la PPC pendant plusieurs jours, et globalement, vous voyez que la plupart des patients finissent par s'améliorer quand même. Donc, si vous me proposez une PPC à un patient qui a un SOH, il ne faut pas forcément s'attendre à ce qu'il normalise complètement son hypoxémie nocturne la première nuit. Il faut se laisser un peu de temps, et très souvent, les choses finissent par s'améliorer. Je vais peut-être passer là-dessus. Donc, c'est vrai que pendant des années, on a mis en place des VNI chez les patients qui avaient un SOH. La question, c'est est-ce qu'on peut maintenant revenir un petit peu en arrière? Il y a eu une étude quand même pour voir est-ce qu'on pouvait re-switcher depuis la VNI vers la PPC. Effectivement, globalement, la plupart du temps, on arrivait à sevrer les gens de la VNI pour leur proposer une PPC. Ce que je trouvais intéressant dans cette étude, c'est que quelques patients ont considéré... Pour une fois, c'était une autopilotée qui était proposée. On a reçu une autre discussion. Est-ce qu'on peut l'utiliser, l'autopiloté, chez les patients avec un SOH? En général, ce n'est pas ce qui est indiqué, mais dans cette étude, ils l'ont fait. La plupart du temps, ça se passait bien. Certains patients étaient en échec de traitement par autopiloté, mais les patients, une fois qu'ils avaient goûté, parce qu'on verra tout à l'heure, la PPC semble quand même être souvent préférée par les patients par rapport à la VNI, c'est d'eux-mêmes qui voulaient repasser dans le groupe PPC, parce que cette PPC semblait plus confortable, elle semble avoir le même impact sur la structure du sommeil, avec j'ai trouvé quand même ce qu'on aime bien améliorer avec nos traitements, c'est le stade de sommeil les plus profonds, le N3, et donc vous voyez petite tendance à l'amélioration un peu plus importante sous PPC par rapport à la VNI, et globalement sur l'ensemble des éléments qui vont évaluer la qualité de vie. Et ce que vous voyez ici en représenté en vert, c'est que les patients qui ont eu le loisir de goûter, je dirais, aux deux, globalement, la plupart du temps, ils préfèrent la PPC à la VNI. Donc je pense que c'est important de leur proposer ça en première intention. Alors avant de dire que finalement cette maladie n'existe pas, parce que la question qui surgirait, mais qu'est-ce qu'on fait des patients qui ont une hypoventilation alvéolaire, donc une PaCO2 supérieure à 45, mais qui n'ont pas d'apnée du sommeil? Et là aussi, c'est toujours Massa qui répond en partie à cette question.
La question qui se pose, c'est est-ce que c'est finalement des gens qui ont une vraie pathologie? Pour revoir, c'est quoi une maladie, quoi? Il faudrait se poser la question. Certes, je vous ai dit, hein, effectivement, cette PaCO2, c'est déjà un peu fragile. Lorsqu'on s'intéresse à ceux qui n'ont pas d'apnée, des apnées inférieures à... Il était assez généreux, là, c'était sans sas sévère, moins de 30. Donc déjà, on pourrait rediscuter le fait qu'ils n'aient pas d'apnée du tout, parce qu'ils ont quand même l'IH moyen était dans cette étude aux alentours de 15, donc c'est quand même des patients apnéiques. Une prédominance nettement féminine pour ce phénotype, je dirais, ce phénotype SOH sans apnée sévère. La PaCO2 un peu plus basse, 49, donc vous voyez 49, on n'est plus si loin que ça de ce 45, et surtout, le score Epworth, cette fois-ci, il est dans les limites de la normale. Donc la question, c'est est-ce que c'est des malades ou est-ce que c'est des variantes de la normale chez les sujets obèses? Une des questions à laquelle je n'ai pas de réponse, est-ce que vraiment cette hyperventilation implique un pronostic moins bon? Je vous ai dit qu'il n'y avait qu'une étude de 2024 qui permettait de répondre à cette question, mais bien sûr, dans cette étude, il y avait des apnéiques. Donc, est-ce que spécifiquement dans ce phénotype, le pronostic est moins bon? Je ne sais pas. Mais par contre, ce qu'il a essayé de voir, c'est qu'ici, on ne va pas leur proposer, il n'a pas proposé de PPC parce qu'il considérait que c'était l'hypoventilation alvéolaire qui était au premier plan. Il a proposé VNI versus pas de traitement, les soins courants, avec à nouveau le même objectif principal, le nombre de jours d'hospitalisation par année, et globalement, aucune différence. Donc vous voyez, chez ces patients-là, est-ce que c'est une vraie maladie? Ils n'ont pas de symptômes, et le traitement qu'on leur propose ne change pas grand-chose finalement à leur pronostic. Donc effectivement, on peut re-questionner cette entité comme véritablement une maladie réelle. Par contre, à nouveau, les seules différences qu'il a constatées, c'est principalement sur les symptômes. Donc, effectivement, dès qu'on traite quand même des gens, même s'ils partent d'un niveau d'Epworth à 8, probablement qu'ils ont d'autres symptômes, de la fatigue, etc. Et ils avaient quand même un IH assez élevé à 16, et donc ça améliore le symptôme à défaut d'améliorer le pronostic. Voilà. Et donc, moi, plus ça va, plus je suis convaincu qu'effectivement, il y a un continuum. Je pense que ce qu'on va voir, maintenant, on n'a pas commencé cette matinée-là en discutant des traitements par GLP-1. Je pense que dans les remboursements qu'on peut espérer, en tout cas en France, ça va être plutôt pour des sujets très obèses. Il n'est pas question de rembourser, malheureusement, on sera un peu limité. Ce sera probablement pour un IMC supérieur à 35. Donc très souvent, on sera chez ces patients qui vont hypoventiler. Et je pense qu'on verra effectivement des patients qui vont franchir cette limite entre SOH et SAS plus ou moins sévère. Et donc je pense qu'il y a effectivement un continuum entre les deux maladies et que effectivement la prise en charge est à peu près identique. Pourquoi pas, avant tout qui va viser la perte de poids, pourquoi pas les GLP-1 avec tout ce qui a été dit déjà avant, prise en compte des comorbidités, vaccination et puis bien sûr PPC en première attention. Et donc effectivement ce sacre-saint seuil de 45, faut plus s'arrêter à ça. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'indications de traitement uniquement basé sur cette capnie. Ça a été vraiment le cas il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il faut un peu le relativiser. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur, pour votre belle présentation. Donc, on donne la parole à la salle pour les questions. Oui, professeur Bies, une question. Merci mon ami d'avoir abordé ce sujet qui m'intéresse réellement, surtout qu'on s'y intéresse depuis quelques années, depuis la constatation, depuis l'afflux de beaucoup de patients. On faisait la titration systématique pour les patients qui sont SOH, pour une nuit PPC, une nuit VNI pour voir s'il y a l'hypoventilation résiduelle et traiter. Mais avec les rendez-vous qu'on a maintenant, on a rediscuté le problème et en tenant compte, puisqu'on a constaté qu'il y a une entité entre les deux, entre le SAS sévère désaturant, parce que là je pense qu'il faut encore phénotyper ce continuum. Il y a le SAS qui n'est pas désaturant, ça veut dire un index de saturation qui est normal ou diminué, qui est plutôt éveillant, un SAS éveillant, mais un SAS qui est désaturant et la phase finale qui est le SOH. Vous aurez on a des patients qui ont le SAS désaturant avec une hypoventilation nocturne,
Mais le lendemain, ils n'ont rien du tout. Donc la journée, ils sont bien. Donc il n'y a pas de... La gazométrie, elle est normale. Et donc c'est pourquoi on les appelle, nous, dans nos staff, on parle de pré-SOH. Pour qu'on clarifie ces patients-là, parce que la prise en charge ici, c'est d'être patient avec ces patients. Ben, je suis assez d'accord. Mais il y a une proposition de nomenclature comme ça européenne qui suggère qu'il y a différentes classes de SOH et que la classe 1, c'est l'hypoventilation nocturne isolée sur une capnographie. C'est ça. Après, j'y vois pas d'implication pratique, mais effectivement, la patience, à mon avis, est importante. C'est-à-dire ne pas juger sur une nuit si ce qu'on a fait est bien ou pas. On fait au mieux sur une nuit, mais on se laisse le temps d'évaluer les choses et pas se précipiter dans les décisions. Et donc, c'est des patients comme CPPC, et on ne le revoit pas à 2 jours, 3 jours. Ouais. On les voit après 1 mois, 2 mois, et on fait de l'oxymétrie nocturne, et on voit est-ce que notre hypoventilation s'est améliorée. Je pense que c'est une attitude qui permet de réduire encore aussi les hospitalisations. Oui, si on veut dire, je pense qu'on va vers ça. Effectivement, je ne l'ai pas abordé. Une des questions qui se posait, c'est dans les recommandations, jusqu'ici, on nous disait qu'au-delà d'un certain niveau d'obésité, il fallait faire des gaz du sang lorsqu'on faisait l'enregistrement. Aujourd'hui, la question qu'on débat beaucoup, on est en train de retravailler sur les recommandations, à quel moment il faut proposer le gaz du sang? Est-ce que c'est au moment de l'enregistrement, vu que si on trouve des apnées, quoi qu'il arrive, on proposera une PPC? Ou est-ce que le bon moment, c'est pas plutôt au moment où on revoit le patient sous PPC, on fait les gaz du sang, et là il y a un intérêt pratique, c'est-à-dire quelqu'un qui hypoventile sous PPC la journée, je pense qu'il faut quand même mettre une VNI, mais je pense que ces patients sont extrêmement rares. La plupart du temps, on met la PPC si le patient est bien tolérant, lorsqu'on le revoit à 3 mois, on pique les gaz du sang, ils sont normaux. Donc c'est une discussion, effectivement, je pense qu'on va adopter un peu nos pratiques à ça à l'avenir. Ce qu'on fait, nous, c'est on fait systématiquement ces patients, lorsqu'on découvre une hypoventilation nocturne, on fait une gazométrie 4 heures loin du réveil. Comme ça, on s'éloigne un peu pour dire est-ce que c'est un vrai SOH ou juste ce profil qui est intermédiaire. Et ces patients-là, on se donne plus de temps. Donc on a la possibilité de garder. Mais bien sûr, là, il faut le standardiser, tout ça, le standardiser pour qu'on ait plus pour la recherche après, la possibilité de comparer. Merci. Oui, ici. Merci pour votre présentation. Je voulais savoir si on a identifié en fait un sous-groupe de patients pour lequel on sait que la PPC ne fonctionnera pas. Et vous parliez de l'hypercapnie. Est-ce que le cut-off à 55 mm de mercure reste encore d'actualité? On sait qu'il y a certains patients, en fonction de leur obésité, la présence d'un syndrome restrictif ou du niveau de capnie, on sait que la PPC, a priori, risque de ne pas bien fonctionner. Et la deuxième question, c'est comment vous voyez la place de la capnographie dans la prise en charge de ces patients? Alors, je dirais qu'on n'a pas bien phénotypé les patients qui ne répondraient pas, je pense, à la PPC. C'est sûr que plus l'IAH est bas et plus la capnie est haute, moins on se dit qu'on part avec des éléments favorables pour que ça marche bien. Effectivement, s'il y a une capnie supérieure à 55 et un IAH bas, on est mal parti. Après, à nouveau, ces patients-là, c'était mes dernières diapos, je questionne un peu. Est-ce que c'est Enfin bon, à 55, on va peut-être pas exagérer, à 55, c'est quand même des... Je ne vais pas laisser dire, je peux pas dire qu'il ne faut pas traiter les gens. Donc effectivement, mais je pense que ça serait ça, les principaux éléments. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres éléments, voilà. La place de la capnographie, je trouve que c'est compliqué, parce que c'est vraiment un outil qui est arrivé avant qu'on sache quoi en faire exactement. Effectivement, maintenant, ça fait partie des définitions le SOH version 1 d'après l'ERS, ça serait l'hypoventilation nocturne isolée. Moi, d'un point de vue pratique, moi, aujourd'hui, j'y vois pas d'application. Et à la question, est-ce qu'il faut traiter les gens jusqu'à ce que à la fois l'oxymétrie et la capnographie soient parfaitement réglées, ou est-ce qu'il faut avoir une attitude plus pragmatique sur les symptômes et la gazométrie diurne? Moi, je serais plutôt dans cette deuxième... Pour faire simple, je garderai la capnographie pour la recherche aujourd'hui, surtout beaucoup, qui est très intéressante, jusqu'on valide des seuils et des éléments qui s'associent à un pronostic moins bon, mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'on a ces éléments. Donc, je ne serai pas obsessionnel de la correction de la capnographie tant qu'on n'a pas plus d'éléments pour le justifier, en fait. Mais c'est un avis très personnel, d'autres ne seraient pas d'accord avec moi. D'autres sont plus jusqu'au boutiste à augmenter les pressions inspiratoires jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'hypercapnie. Mais moi, je serais assez pragmatique dans ces moments-là. Et les symptômes avant tout, quand même. Si le patient est bien content,
La VNI, c'est pas facile à supporter, donc il faut déjà s'adapter aux symptômes et au vécu du patient, je pense plus qu'à une capno, mais voilà, c'est un peu mon ressenti. Une dernière question, puis Merci beaucoup pour cette présentation très argumentée. Et je te remercie pour parler de patience par rapport à la réparation des troubles d'hypocapnie nocturne. Ma question, c'est comme on sait que ces patients-là sont de plus en plus jeunes, la maladie respiratoire n'apparaît que plus tard, parce qu'elle est très labile, elle est surtout nocturne, mais surtout ils ont des maladies autres métaboliques. À quel moment le cut-off de la durée, c'est-à-dire on les revoit à 1 mois, 2 mois, 3 mois, s'il y a persistance de sur l'oxymétrie de cette persistance de cette désaturation nocturne, à quel moment il faut se décider de dire on arrive à la limite de la PPC, surtout que malheureusement ils sont tous, je dirais, avec des gaz diurnes normaux, et puis ils n'ont pas beaucoup de symptômes dans la journée. À quel moment? Moi, je dirais que le moment de les évaluer, c'est vers 3-4 mois, effectivement, en fonction. C'est un peu les pratiques qu'on a, nous, de revoir les patients au bout de 3-4 mois après la mise en route d'un traitement par PPC. La question, c'est comment les évaluer. Faire des gaz du sang diurnes, c'est sûr, s'ils hypoventilent, il faut agir. À nouveau, c'est un peu sur la capno, l'oxymétrie, jusqu'où est-ce qu'il faut tout remettre en cause sur l'oxymétrie, à partir de quel cut-off? Moi, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Et c'est vrai que là, j'aurais un peu la même réponse que pour la capnographie. Je suis pas sûr que ce soit pas encore un domaine de la recherche. Enfin, on continue de chercher dans cette direction. Est-ce que ça justifie systématiquement de modifier notre projet thérapeutique sur une oxymétrie? C'est quelque chose qui... Si le patient est très content, on regardait tout à l'heure, même dans les essais randomisés, il y a un nouveau papier qui vient de sortir dans le Blue Journal du même Massa, et c'est 30% des patients qui continuent d'être hypoxémiques dans les centres de référence. Donc, est-ce que c'est si grave? À nouveau, en fait, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut se jeter sur toutes les hypoxies nocturnes sous PPC? Je crois que Maxime est en train ainsi de bosser dessus un peu dans une autre cohorte. C'est un marqueur de gravité, mais est-ce qu'il est modifiable ou pas? C'est une question qui est très ouverte, quoi. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut être sûr, et encore, c'est que s'il persiste de l'hypoventilation alvéolaire à 3 mois, switcher vers la VNI. Oxymétrie isolée, je ne sais pas. Je me permets de dire que je ne sais pas. Donc, merci. Même si c'est corrélé à l'espérance de vie, on n'a pas... C'est facteur de risque et facteur de risque modifiable. Oui, c'est toujours corrélé à l'espérance de vie. Plus on est désature, moins on va vivre longtemps. Mais ça ne veut pas dire que si on met de la PPC, de la VNI ou de l'oxygène, qu'on va vivre plus longtemps. C'est deux questions distinctes, en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas la réponse à la deuxième. À la première, elle est claire. Oui, c'est pas bien de désaturer. Mais est-ce que de corriger plus ou moins artificiellement la désoxygénation améliore le pronostic? C'est beaucoup plus compliqué. Donc merci beaucoup, docteur, et on arrête les questions.